C'est toujours un bonheur de vous retrouver sur la première. Bien naturellement, et vous vous installez. On va donc parler de cette reprise, bien naturellement, de la célébration publique des fêtes et rites traditionnels au Togo. Un communiqué du gouvernement l'annonce, mais une reprise tout de même conditionnée. On en parle dans un instant. Et puis, on va aborder des sujets d'actualité. On va parler du système sanitaire togolais. Qu'est-ce qui est fait et que reste-t-il à faire pour répondre à ces questions? Nous recevons l'un des docteurs les plus célèbres de notre pays et qui fait beaucoup pour la santé. Mesdames, Messieurs, nous accueillons Dr Michel Kodom. Bonsoir, docteur. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous et installez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Et dans le courant de cette émission, nous aurons également des amis à recevoir sur ce plateau. Vous vous installez et l'émission commence maintenant. Encore une fois, bonsoir et merci d'être des nôtres. Armel, bonsoir. Bonsoir, Magloire. Ça va? Super bien. Et toi? Bon week-end, on va dire? Oui, bon, non, tranquille. Ok. Tranquille, sans pression. Dimanche, j'ai été à l'église, donc ça va. Très bien. Samuel? Oui, Magloire, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. J'ai été retenu par Sans Pression de Armel. Ouais. Quand il dit Sans Pression, on se connaît. On sait ce qui s'est passé en fait samedi. Même il se force souvent dimanche pour aller juste demander pardon à Dieu parce que c'est pas évident. Ok. Bon, de mon côté, ça va, je vais super bien et bon, ça évolue très bien. Ok, allez, très bien. Et on salue Lucassi au passage. Mais nous avons Monsieur Capitan, il est responsable de l'hôtel Défalé, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir Magoula. Ça va? Ça va bien. Très bien. Merci d'être là. Merci aussi à vous. Voilà. Et sur le fauteuil rouge, Michel, sinon il allait dire docteur Michel Kodom. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Magloire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être sur la première. Nous, on est très honorés en tout cas. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler de sujets d'actualité et surtout du système sanitaire au Togo. Vous restez avec nous donc. On commence avec le tout premier sujet. Bonne nouvelle, on va dire. Le gouvernement togolais qui autorise la reprise de la célébration publique des fêtes et rites traditionnels. Eh bien, c'est conditionné, comme nous le souligne ici dans ce dossier Samuel. On regarde. Une bonne nouvelle pour la population togolaise après 2 ans de crise sanitaire. Compte tenu du ralentissement des contaminations de la COVID-19, le gouvernement togolais, à travers un communiqué mercredi dernier, autorise enfin la reprise des célébrations publiques des fêtes et rites traditionnels sur toute l'étendue du territoire national. Un soulagement pour la population togolaise. Il faudrait donc retenir du communiqué du gouvernement que tout ceci doit se passer dans les conditions de strict respect de mesures barrières, notamment le port systématique de masques, la désinfection systématique des mains et la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19. Pour y parvenir, il va falloir que chacun joue sa partition. Très bien. Armel, d'abord, c'est un ouf de soulagement. On va dire enfin. Je dirais c'est une bonne nouvelle, ou bien une très bonne nouvelle pour moi personnellement, parce que après 2 années de privation, moi en tant que bon cabier, je me dis oui. Bon. Cabier est plus fier. et bon cabier. Bon cabier. En tant que bon cabier, vu le mois de juillet qui arrive à grands pas, je me dis c'est un ouf de soulagement. Enfin, on va aller retourner au village et faire revivre un tant soit peu les festivités des Évalas
qui nous a beaucoup manqué. Mais bon, je dirais aussi... Et quelque part, si on pouvait avoir l'état d'esprit des chiens à ce moment. Ah. À ce même moment. On risque de faire face à une pénurie de chiens parce qu'après 2 années de privation, il y a un grand rattrapage à faire. OK. Donc, je disais que c'est un ouf de soulagement. Bien sûr, les mesures sont allégées. On doit remercier le gouvernement pour cela. Oui, il y a reprise, certes, mais il y a quand même... Mais on ne doit pas aussi avoir un trop laisser aller. Même si on sait que, surtout en pays cabier, quand les festivités vont commencer, quand le vin traditionnel va commencer à couler, quand la viande du chien va commencer à couler, certes, il y a bon nombre qui vont oublier de respecter les mesures, mais on doit pouvoir le rappeler à chaque moment, à tout moment. Ouais. Sinon, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, parce que le communiqué le dit clairement. Au cas où nous arrivons à une autre montée de risque de contamination, on risque de revenir sur les anciennes mesures. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et moi, je pense que déjà, il faut qu'on le dise, hein, c'est un ouf de soulagement déjà pour les populations. Et il y a quelque chose qui retient mon attention, en fait. Parce qu'au-delà de tout, quoi qu'on dise, il y a des gens qui sont restés sceptiques depuis le début de la maladie jusqu'à présent, que la maladie n'existe pas. Au-delà de ça, vous allez voir, à travers ce communiqué, il y aura vraiment de n'importe quoi, surtout pour les évalas. C'est vrai que c'est pour toutes les fêtes traditionnelles, mais pour les évalas, comme Almé le disait, quand les gens vont commencer à prendre du vin traditionnel et tout, on va tout de suite oublier. Moi, ce que je peux dire, peut-être si on peut à chaque lieu de lutte aménager peut-être des petites cabines de vaccination, on peut aussi amener les gens à adhérer à la vaccination. Le stipule, donc des mesures seront prises, forcément. Forcément, voilà. Des cabinets pour vacciner, pour continuer à sensibiliser, ainsi de suite. Mais bon, je ne pense pas aussi que le cabier soit quelqu'un de, je ne sais pas, qui va trop se laisser aller. Quand bien même on sait que, surtout vers le nord, parce qu'une anecdote, l'année dernière, quand on était en pleine vaccination, pour la campagne de vaccination pour le Covid, mes grands frères en pays cabier étaient vraiment sceptiques, comme Samuel le disait. Mais au même moment, ils étaient chauds à 100% à se faire vacciner si on pouvait programmer les évalas. Donc, c'est dire qu'ils sont... Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à refuser le vaccin pour leur santé, mais ils étaient prêts à se vacciner pour les évalas. Donc, je suis sûr que si on brandit toujours cette menace, ils seront... Non, c'est pas une menace, c'est pour notre bien. Donc, bien sûr, bien sûr. Ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, je crois que c'est le lieu de le faire. Bien sûr. Voilà, donc il faut présenter une preuve vaccinale avant d'avoir accès au terrain de lutte et autres. Voilà, il n'y a pas que les luttes évalas, ça prend en compte toutes les fêtes et rites traditionnels de notre pays. Yes, voilà. Oui, un aspect par rapport à la présentation d'une preuve de vaccination. Entre griffes, il y a des gens, pour ne pas se faire vacciner, qui essaient de falsifier des preuves de vaccination. Moi, je pense que c'est le lieu peut-être de doubler plus de vigilance par rapport à cela. Parce que des gens, pour ne pas se faire vacciner, viendront peut-être sur des lieux avec des faux papiers. Bon, entre guillemets, c'est le lieu peut-être de mieux regarder. Et je pense que si on doit respecter cela, ça doit être fait à tous les niveaux. Parce que nous sommes témoins de beaucoup de choses. On prend des mesures, mais on arrive à certains événements, ce n'est pas respecté. C'est peut-être, on voit le masque et puis bon, le lavage des mains et on oublie carrément la présentation de la preuve de vaccination. Donc, j'attire encore plus d'attention pour ceux-là qui sont chargés de le faire, de bien le faire. Très bien. Voilà. Docteur, déjà, c'est une bonne nouvelle. Vous aimez la tradition, ça, j'en doute pas. Et déjà, les fêtes traditionnelles qui, en tout cas, se profilent à l'horizon. Et je crois quand même que c'est une très bonne chose que le gouvernement puisse autoriser cela. Mais, comme on l'a dit, c'est quand même conditionné par, en tout cas, le respect de certaines mesures. Voilà. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il faut féliciter cet effort qui est fait. Et on voit quand même qu'il y a toujours des mesures de prudence à respecter parce que c'est vrai, sur d'autres cieux, il y a toujours ce virus qui fait des ravages.
Et même Singapour, il y a ces grandes villes qui sont encore sous quarantaine et qui sont en état d'urgence sanitaire. Et si l'Afrique, dont le Togo, semble être épargné et survit mieux à cette situation, je pense que nous devons rester toujours vigilants. Et pour cette levée de restrictions sur les manifestations culturelles, moi j'estime que le gouvernement a quand même bien fait, mais il revient maintenant de sensibiliser, comme les chroniqueurs ont eu à le dire. Il faut sensibiliser parce que lorsque vous prenez par exemple les évalas qui se pointent, comment les lutteurs vont se prendre avec les masques, il faut peut-être envisager leur faire les tests de Covid avant. Donc tous les lutteurs doivent se soumettre donc au test de Covid. C'est un combat corps à corps. Corps à corps. Donc, en dépit du fait qu'ils aient fait le vaccin, pour ces lutteurs, ils doivent accepter de se soumettre au test de Covid pour s'assurer que ce combat corps à corps est pratiquement tête contre tête. Nez contre nez, parce que moi, j'ai eu la chance aussi de faire Evala, même si je n'ai pas respecté les 3 années. C'est vraiment un combat corps à corps. Et donc, il faut prendre des mesures dans ce sens. Et surtout, sensibiliser. Comme ça se fait de canton en canton, de village en canton, que les premiers responsables, les premiers responsables, les leaders d'opinion, se saisissent de cette opportunité que le gouvernement offre pour que, justement, ça ne pénalise pas d'autres fêtes qui vont venir. Qui vont venir après, voilà. Il ne faut pas que les évalas constituent le départ et la fin de cette mesure d'allègement, donc dictée par le gouvernement, que nous saluons les efforts dans cette lutte contre cette pandémie qui a vraiment freiné nos économies et peut-être nous aurons l'occasion d'en débattre, qui amène les populations aujourd'hui à souffrir de cette crise sanitaire. Tout à fait. Quand vous évoquez les lutteurs, là, c'est beaucoup plus facile à encadrer. Maintenant, le grand public. Alors, le grand public, je pense qu'il y a 2 aspects sur lesquels le gouvernement doit travailler. C'est d'encourager le port des masques. Très bien. C'est d'encourager le port des masques et surtout amener les populations à faire le vaccin. C'est-à-dire on a encore pratiquement 3 semaines. 3 semaines, c'est de sensibiliser de canton en canton. Et je salue ici ce travail fin que le préfet d'ailleurs de la COSA sait faire, a beaucoup fait, que peut-être nous pouvons saluer ici parce que c'est le colonel Bakali. Le colonel Bakali, parce que nous avons eu à travailler, notre organisation s'est beaucoup penchée sur cette question de Covid. Nous avons beaucoup travaillé et il est il est présent. C'est un préfet qui a beaucoup fait dans la région et je pense que c'est un test pour lui. Et nous, acteurs de la société civile, acteurs de la santé aussi, nous allons apporter nos contributions. Donc je pense que le port de masque est important et aussi amener la population à se faire vacciner. Lorsqu'on se vaccine, le risque de faire des complications s'amenuise et surtout, ça donne aussi à la population de comprendre que ce vaccin n'est pas aussi mortel comme les gens avaient estimé. Certains même pensaient que ceux qui sont vaccinés 3 mois après vont devenir des fantômes. Mais je pense qu'il faut plutôt s'inscrire dans cette dynamique pour que nous puissions atteindre justement cette immunité collective. Très bien. Oui, Samuel. Oui, c'est vrai qu'on parle Covid, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais en fait revenir sur un aspect un peu plus délicat. Si on reste dans cet état d'esprit de rattrapage, je veux plus parler de la population de Kara, je reviens sur les évalas. Que tu maîtrises mieux. Bon, que je maîtrise mieux d'ailleurs. Donc si on reste dans cet état d'esprit de rattrapage, on risque d'avoir beaucoup de dégâts, notamment les accidents, les vols et tout. Donc il va falloir que ce soit après 2 ans. Doucement. C'est pas que Covid. Merci. Et Monsieur Captain, vous devez être très content. Voilà. Vous tenez un hôtel dans la région, pas très loin de la ville de Kara. C'est à combien de kilomètres à peu près? C'est à 41 km de Kara. L'hôtel Défalé. Défalé, Kara. Défalé, Kara, ça fait 41 km. Ok, très bien. Et oui, forcément. C'est une bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle. À l'heure actuelle, nous sommes déjà prêtés pour accueillir tous les invités, partout ailleurs. Tous les... Bien sûr. Tous les
invités. Hein? Tous les invités, bien sûr. Puisque nous n'avons pas seulement que l'hébergement. Oui. Selon vous, vous direz, voir notre capacité d'accueil, comment on peut accueillir tout. Non, nous avons autres services. Nous avons la restauration, nous avons les bars. Donc, c'est pour dire que l'hôtel des Fallets s'est apprêté pour les fêtes d'Ivala. Après 2 ans. Oui, après 2 ans, mais pas trop d'excès en tout cas. Ah non, bien sûr, avec modestie. Merci beaucoup. Donc, juste une chose à retenir, c'est possible de reprendre donc avec les fêtes et rites traditionnels au Togo, mais tout en respectant les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Merci beaucoup. Une transition et on va maintenant parler de ce qui amène M. Captain sur notre plateau. On revient tout de suite, mesdames, messieurs. On revient sur le plateau de l'émission, toujours avec la même équipe. Et M. Captain, déjà on a évoqué l'hôtel des Fallets qui se trouve à Des Fallets. Vous pouvez mieux situer les téléspectateurs, bon, en tout cas forcément ceux qui ne connaissent pas la région. D'accord, merci beaucoup Mangoula. L'hôtel des Fallets, situé à 41 km de la grande ville de Kara. Oui. Oui, à 7 minutes de l'aéroport de Niamtougou, se trouve dans le canton de Des Fallets, comme son nom l'indique, hôtel des Fallets, précisément dans la préfecture d'Oufergou, dans un croissant de montagne, un cadre verdoyant, propice pour toute activité culturelle. Ok, très bien. Et donc, pour cette période, en tout cas d'Ivala, on va dire ça comme ça, vous vous apprêtez pour accueillir un bon nombre de visiteurs. Voilà. De visiteurs, bien sûr. Et quels sont les services que vous offrez? D'accord. Avant tout, nous sommes un établissement hôtelier. Nous opérons dans l'hébergement, la restauration, le dépôt du tourisme, la formation. Nous avons 5 types de chambres chez nous à l'hôtel des Fallets, avec une capacité de 51 chambres, composées des modules, des chambres standards, des bungalows, des privilèges, des suites et des appartements. Nous avons autre atout. Nous avons un auditorium composé de 156 places, une boîte de nuit hors pair, une piscine aux eaux claires. Boîte de nuit hors pair? Ouais, hors pair. Bien sûr, mais venez, mobilisez-vous pour découvrir. Je suis en train de... Pour quelqu'un d'autre, c'est juste du bleu. Les chambres qu'on voit là, bien sûr. C'est quel type de chambre? Ça, c'est une suite. C'est une suite de 55 000. Ah, bon, ok, il a donné le prix. D'accord. Nous avons aussi la boîte de nuit. Ça, c'est l'image de notre boîte de nuit. Ah, ça, c'est la boîte de nuit. Qui peut contenir à la fois plus de 200 personnes. Ok, c'est bien. Oui. D'accord. Oui. Ok. J'ai parlé de notre piscine aux eaux claires. C'est-à-dire? Très bien entretenue. En fait, la particularité de l'hôtel des Fallets, nous sommes dans la promotion d'un service de qualité, puisque l'hôtel en lui-même a un personnel qualifié. Donc, l'entretien de la piscine constitue un atout fondamental pour l'épanouissement de nos clients. Parce que choisir l'hôtel des Fallets, c'est comme faire un tour en France, là. Ok. Très bien. Oui, mais à part l'hôtel, je crois que déjà, Des Fallets offre, comment dire, un bon environnement à ses visiteurs. Bien sûr. Oui. Oui, je l'ai déjà dit. L'hôtel Des Fallets en lui-même est un site touristique, puisque je l'ai bien dit. Nous sommes situés dans le croissant des montagnes, un cadre verdoyant, situé
à proximité de 3 sites touristiques que je cite, la statue de Jésus. Comment vous l'appelez? Oui, c'est la statue de Jésus. Non, Rio de Janeiro, de Defalé. Le Rio de Janeiro de Defalé. Ok, voilà. Oui, ça c'est l'image de Rio de Janeiro. Je vous invite. Hein. Bon, c'est à Defalé. Ah, c'est à Defalé. Oui, C'est à Defalé. C'est pas n'importe où, c'est à Defalé. Et nous sommes situés aussi à quelques kilomètres des Tata Somba, chez les pays Tamberma. Oui, bien sûr. Et le parc d'attractions de Djamdé. Djamdé, oui. Bien sûr. Et puis nous disposons... Defalé, Djamdé, ça fait à peu près combien de kilomètres? À peu près, hein? À peu près, une cinquantaine de kilomètres. Une cinquantaine. Oui, une cinquantaine de kilomètres, bien sûr. Où on peut découvrir aussi quelle sorte d'animaux? Oui, il y a les éléphants. Les éléphants. Il y a les éléphants, il y a les biches. Et dans le parc... Dans le parc de Djamdé. Djamdé, très bien. Donc, à découvrir. À découvrir. Et oui, bien sûr, c'est bien d'aller sur les Evala, mais c'est aussi bien d'aller découvrir voilà, ces belles choses. Oui, l'hôtel Defalé. Ah oui, oui, oui. Et... Bon, j'aimerais juste préciser. J'espère qu'il a déjà visité la France parce qu'il compare son hôtel. Nos hôtels. Je confirme que l'hôtel, c'est un cadre vraiment bien. Si. Non, je suis honnête. C'est un cadre vraiment bien. La boîte de nuit aussi, c'est vraiment atypique parce qu'il faut aller découvrir. Non, pas parce que je ne fais pas l'apologie de leur hôtel, mais je dis juste que la boîte de nuit, c'est vraiment atypique. Il faut y aller. Non, ça ne m'étonne pas. Comme je vous dis, non. C'est moi, je vous dis, on a compris. Voilà. Docteur, vous connaissez? Oui, je connais. Ah, bon, allez. Je suis pas sûr. Donc, vous confirmez? Je confirme. Je ne veux pas aller dans les détails pour ne pas trop faire la publicité. Wow. Allez, très bien. Merci beaucoup. Les contacts pour ceux qui veulent déjà réserver, parce que je sais une chose, pendant les Evala, c'est difficile de trouver une chambre d'hôtel à Cara et il faut se lever tôt. Et donc, pour les réservations... D'accord. Pour les réservations, je vais donner qu'un seul numéro, le 92 44 45 44. 92 oui. 44 45 44. Très bien. Merci beaucoup. Donc, le 92 44 45 44 pour réserver. Bien sûr. Conclusion? Conclusion... Où on a tout dit? Non, oui, quand même, il doit falloir que j'envoie un bonsoir au niveau de mes proches collaborateurs parce que l'hôtel a eu la chance d'avoir les meilleurs collaborateurs, les meilleurs employés qui s'activent chaque jour pour l'épanouissement, le développement et la réussite de la politique de gestion de l'hôtel. Donc, s'ils me suivent, je leur envoie un gros bonsoir qui se partage. Je ne vais pas également oublier ceux qui font de l'hôtel ce qu'il est. Je vais parler des clients. Bien sûr, puisque le client il est plus important que sans le client. Mais on peut entretenir l'hôtel, mais il n'y aura pas de... Ça ne va rien donner. Donc, je salue tous les clients qui ont toujours confiance à notre hôtel, puisque nous sommes un hôtel de niveau élevé, mais il nous arrive de rendre des services au prix, vendre nos recettes nous-mêmes au prix de la bonne femme qui est au bord de la route lors de nos événements de promotion de notre savoir-faire culinaire, bien sûr. J'envoie également un bonsoir à nos partenaires institutionnels. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Voilà. Je n'oublie surtout pas le DG du cabinet Capi Consult, ce grand homme avec ses collaborateurs qui ne nous lâche jamais. Merci. Oui, je dois donner-moi une minute pour que je dise un mot au commissaire du FADEF, puisque, vous savez, je vous l'ai déjà dit, l'hôtel opère dans le développement du tourisme et grâce au FADEF, le Festival des Arts de Defalé, dont le commissaire, M. Agbenda Justin, ce jeune dynamique qui a toujours œuvré pour la culture de notre pays. Je lui envoie un bonsoir s'il me suit. Vous savez comment les Ivoiriens appellent ça? Non, c'est pas Talakou. Les gens le disent, mais je ne vais pas le dire. Et pour finir, je dis un bonsoir à ma femme et mes enfants. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Captain. Je rappelle, vous êtes le responsable de l'hôtel Defalé. Merci
d'être venu nous voir. Quand sera Kara, on ne va pas manquer de faire un tour chez vous. Merci beaucoup, c'est nos invités. Hein? Vous serez nos invités. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup. Juste derrière lui, on va recevoir MCK, artiste de la chanson togolaise. À tout de suite. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà, si vous venez d'arriver sur la première, eh bien vous suivez l'émission On fait de la télé 3.0 et derrière Captain, on reçoit MCK, artiste de la chanson, concepteur de rap Kabeda. MCK, bonsoir. Bonsoir, ma gloire. Aïe. Ça va? Ça va pas. Kazia? La fraîcheur. C'est pas vrai. Bon, ça va aller. Okay. Ouais, ça va aller, ça va aller. Ah ouais. Ça voulait ressembler à notre harmattan de décembre, mais franchement, Où ça là... À Kara. À Kara. Ah ouais. Quand tu passes sur le nouveau pont, à 1h du matin. Toi, déjà quoi à 1h du matin? Je passe le pont à 1h du matin au lieu de dormir. Dès que tu reviens d'une soirée, ou bien de l'église, pourquoi pas. Ok. Ça va bien, Kara va bien. Très bien. Super. Et tu te prépares pour le lancement de ton premier album. Oui. 20 titres. Ça fait déjà 20 titres? Oui, oui. Super. Et c'est prévu pour quand? Le lancement se fera le 12 juillet. L'affiche officielle n'est pas encore disponible. Mais le 12 juillet, normalement, à Kara. Ok. Pourquoi normalement? Oui, parce que... C'est à Kara ou... Oui, c'est à Kara. Ah. C'est à Kara. Et je prévois le faire pas grand public. C'est sur invitation. Pour, ok. Oui. Pour pouvoir inviter Tonton Magloire comme ça, il faut lui donner carte d'invitation. Mais si c'est simple comme ça, je ne sais pas ce qui va venir. Non, j'ai rien compris jusque-là. Non, j'ai moi, j'ai rien compris. Bon, essaye de... Quand il dit sur invitation, ça veut dire je veux un truc soft, puisque 20 titres, quand même 20 titres pour un premier album. Non. 20 titres pour 20 invités. Non, on va aller au-delà. Je veux que ça soit aussi dans les respects des mesures barrières, pour pas que la salle soit aussi trop pleine. Mais il faut que aussi ceux qui doivent être là pour écouter l'album, que ça soit aussi des gens qui soutiennent et... Comme des gens comme Dr Michel Kodor. Aïe, et sans être là. Voilà. Ok. Donc c'est pour cela, avec le staff, on s'est dit qu'il faut que ça soit sur invitation, puisque ça serait peut-être une salle de contenance sans, peut-être qu'on aura peut-être que 50 personnes. Vous avez déjà retenu la salle ou pas? Oui, on a déjà retenu. Ça serait à Malim Plaza. Okay. Juste à l'entrée de Kara, là où on a fait le nouveau dépôt diamant. Il y a combien d'entrées? Juste à Kara Sud. Ah, voilà, là c'est mieux. Kara Sud. Ok. Kara Sud. Donc sur cet album, si je veux aller encore plus loin... Oui, allons-y. Il y a une diversité. Il y a des têtes d'affiches que vous allez retrouver comme Mike Flames, comme le papa... Ça a des collaborations. Oui, le génie de la tradition, Wilfrida Carré, comme le Papara qui, aujourd'hui, est un grand rappeur, si on veut parler du style rap français.
Et il y a aussi beaucoup de collaborations, puisque j'ai fait moi-même 11 titres. J'ai fait 11 titres comme collaboration et 9 titres solo. Et de ces 20, lequel tu affectionnes le plus? Je voulais dire affectionner, mais aimer, je pense que ça reflète tout ce que j'ai comme style, comme le rap kabyle. De l'intro jusqu'à l'outro, je n'ai pas de préférence. Très bien. Parce que je l'ai fait, ça vient du fond de l'âme. À la base, si vous m'avez reçu déjà en 2015, si vous m'avez dit à ce moment que j'aurais un album en 2022, je vais dire c'est faux. Mais avec le temps, parce que je l'ai fait moi-même à fond propre et je n'ai pas cru que je le ferais surtout après Covid. Mais aujourd'hui, ça veut dire c'est à travers l'amour que j'ai pour ce style qui est le rap kabyle. Et je crois qu'avec l'album, là, ça serait une confirmation et une affirmation de mon style. On l'espère bien. Ouais. Super. Là, on parle du lancement de l'album, mais il y a le titre B qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui. Une belle vidéo aussi, qui a suivi. On regarde? Ok. Très bien. La marraine Reine Tchakbele, Kejiwara, Fidel Grafo, Reine de Paris, Yes Capital, Jiwolole, Kabeda, you're my sweet heart, the half of my love. Baby, I'm sure I wanna show you my love. Mon amour pour toi est précieux, c'est comme de l'or. Donne-moi ton amour et oublie le dehors. Together we are stronger, ensemble on est plus fort. Donne-moi ton cœur pour que je place le décor. Together we are stronger, ensemble on est plus fort. Donne-moi ton cœur pour que je place le décor, bébé. Je l'aime, Yalanguier, maladie, pendre, c'est Picasso. Bébé, ce que je dis, les gens me prennent pour un faux. Bébé, indeke malisa, demande nangman de kesida. Wolm solom bonana manaze manangi waki esanda, bébé. Oh mon bébé, indeke manzolu nyamana waye. Bébé, my waki na papa ni mama jalo. Oh mon bébé, mama watik manza nyala mesae. Bébé, mazeki nyayo ye. Qui a dit que Kabien ne veut pas chanter amour? Il a trouvé les mots justes. Ouais. Bravo et félicitations pour ça. C'est pas faux, tu as totalement raison. Ouais. Mais le clip c'est bien, mais je déplore juste le fait qu'il ne l'ait pas tourné dans les monts de Lama ou bien quelque part en pays kabyle. Bah, il ne va pas toujours tourner. Si, parce qu'il représente une particularité. Bon, c'est mon point de vue. Hein. Oui, mais il y a d'autres. Ce que je veux dire, il y a d'autres vidéos tournées dans les montagnes de la région. Oui, même juste avant, voilà, je crois que ma vidéo de la chanson Akbenou va sortir. Voilà. Et c'est fait carrément là. Ah, mais bon, quelquefois, il faut diversifier un peu les choses. Armel. Ma question était... Ah bon? Oui, en fait, j'ai une question. J'ai une question. Je sais que c'est vraiment compliqué de rapper en kabyle. Ouais. En EV, ça passe, mais en kabyle, c'est très compliqué. Ma question est la suivante. Comment est-ce que tu écris tes textes? Tu les écris en français et tu les chantes en kabyle ou tu écris en kabyle? C'est qui? Bon, moi, j'écris ça en franc-kabyle. C'est-à-dire, j'écris ça en français. Oui? J'écris ça en français, mais c'est du kabyle que j'écris en français. Du kabyle, ok. Voilà. Très bien, merci. Docteur Kodom, je ne sais pas si vous connaissez le jeune, mais non, c'est la première fois. Ah oui. C'est la première fois. Je pense que le flow est là. Tout à fait. J'ai apprécié, le flow est là. Et d'abord, félicitations. Félicitations. Un premier album, 20 titres.
Il faut le faire. Il fallait peut-être commencer avec 7 ou 8 titres, 10, 12, mais je pense que 20, vous avez voulu vous affirmer. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ça. C'est ce qui est aussi intéressant chez un artiste. Il faut se démarquer dans la communication. Premier album, 20 titres, ça fait réfléchir et puis on s'accroche. Et je pense que les promoteurs doivent soutenir. Moi, c'est la première fois. C'est vrai que je ne suis pas trop rap, même si Barabas de Toufan fait le rap. Voilà. Mais je pense que le flow est là. J'ai apprécié. Ça passe. Ça passe. C'est intéressant. Ça passe. Allez. Merci beaucoup, MCK. On va donc retenir la date du 12 juillet du côté de... Kara. Oui. Malim Plaza. Malim Plaza. Malam. Ouais, Malam Plaza. Malim, là, bon. C'est ça. Malim Plaza, du côté de Kara Sud, donc pour le lancement du premier album de MCK, un album de 20 titres baptisé Rap Kabeda. Panovda Mbole. Ah, ok. Allez, merci à toi d'être passé sur ce plateau, peut-être pour conclure. Comme l'occasion fait le larron, je vais profiter de demander peut-être à l'audience d'aller remettre l'invitation au docteur. Demande d'audience en direct à la télé. Voilà. Voilà. Oui. Et j'espère qu'il va accepter. Qu'il aura le temps. Qu'il aura le temps surtout. Même s'il n'a pas le temps et qu'il l'a reçu, après tout, je vais convoyer l'album pour qu'il puisse l'écouter. Ah, ok. Je m'attendais à autre chose. Même s'il n'a pas le temps, que l'invitation revienne. Ok, allez. Merci beaucoup, MCK, d'être passé dans cette émission. Ça a été un plaisir. Mais on se retrouve à Kara bientôt pour les Evala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt, donc. Merci. Voilà, retour sur le plateau de l'émission. Merci à vous. Et à présent, on reçoit M. Daniel Ila de l'ESAM. Merci beaucoup, M. Ila. Vous allez bien? Ouais, bonsoir Magloire. Bonsoir. Chargé section journal de l'association des élèves de l'ESAM. Effectivement. Ah, j'ai bien dit ça. Ouais, c'est ça. Allez, c'est quoi le message que vous nous apportez cet après-midi? Non, ce soir. Voilà. Déjà, merci Magloire. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà demain, les épreuves du baccalauréat vont commencer. Donc, ils avaient là ce soir pour dire à tous nos candidats du courage. Les candidats au bac. Au baccalauréat, effectivement. Du courage, c'est juste une semaine où vous allez jouer votre ticket pour entrer dans la vie universitaire. Donc, donnez le maximum de vous-même. Soyez motivés, surtout soyez concentrés. Parce que quelquefois, on connaît, mais puisqu'on est trop pressé, on manque d'attention. Donc, c'est ça qui nous fait perdre. Donc, allez gagner tous les points que vous pouvez. Super. Voilà. Et là, c'est le grand frère qui parle. Et les parents doivent aussi jouer leur partition. Effectivement, parce que cette semaine-là, les élèves vont être très stressés parce que on se dit telle chose va sortir dans telle matière, on y va, c'est pas ça qui est sorti, on commence pas à se dire bon, est-ce que c'est déjà pas fini pour moi? Et lorsqu'on revient à la maison, on a besoin que papa nous dise bon, mon fils, quand même ça va aller, ma fille, quand même ça, tu vas t'en sortir. On a besoin d'écouter ça, donc les parents doivent être là pour nous accompagner. On n'a pas besoin de pression supérieure, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise « Bon, est-ce que tu es sûr de la manière dont tu te comportais l'année-là » Toi qui n'apprenais pas, tu passais ton temps sur WhatsApp. Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Je ne veux pas que mon argent d'investissement, les collèges, là, ça se perde. Mais quand même, il faudrait qu'il soit là pour dire que quand même ça va aller. C'est vrai, oui. Ouais, donc il faut plutôt les motiver. Ouais, franchement, vraiment le motiver parce que
lorsque vous êtes dans la salle, lorsque vous savez que vos parents sont là. Je me rappelle, mon grand-père, chaque fois quand je vais aller à un examen, il m'appelle pour me dire « Denis, ça va aller ». Donc, quand tu es là, tu sais qu'il y a toute cette famille-là qui est derrière toi. Donc, même quand tu ne sais pas, tu dis « Je vais faire mon effort pour donner le meilleur de moi-même ». Très bien, voilà. Donc, il y a aussi des gens qui jouent un rôle assez important dans cette période-là, c'est les amis. Oui, effectivement, les amis également sont là. Et aujourd'hui, il y a cette phrase-là qui me vient à l'esprit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis. Peut-être vous allez passer le bac, il y a des amis qui ont passé le probatoire, les résultats sont déjà sortis, ils sont déjà en vacances. Ce n'est pas le temps d'aller traîner, d'être encore sur les réseaux sociaux. Cette semaine, concentrez-vous, c'est vraiment important parce que vous jouez vraiment votre vie. Hein? Ah oui. Ouais, c'est ça. Clairement, donc, oui. Vous jouez vraiment votre vie. Et si vous arrivez à avoir votre bac, vous rentrez dans la vie active, dans le monde universitaire. Et c'est tellement important. C'est à la veille des résultats qu'on voit la différence entre un futur bachelier et un bachelier. Allez, bien noté. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez nous rappeler juste les domaines de formation de l'ESAM. Et on va sortir par là. Ouais. ESAM, c'est l'École supérieure d'audit et de management. Nous sommes situés sur l'avenue Nicolas Gruniski, non loin de Tigusta. Je ne fais pas de la pub, bien sûr. J'ai rien dit. Donc, on est dans 3 domaines, 3 pôles de formation, à savoir l'expertise comptable que nous faisons avec le CNAMINTEC, le Conservatoire national des arts et métiers, affilié à l'Institut national des techniques des études comptabilité. Nous avons également le droit que nous faisons avec la prestigieuse université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la première université de droit en France. Également les sciences de gestion que nous avons, à savoir marketing, vente, gestion de PME, PMI, banque, finance, gestion de portefeuille et tout cela que nous faisons avec un benchmarking international. C'est-à-dire que quand vous sortez de chez nous, vous allez pouvoir continuer vos études à l'extérieur tel que vous voulez. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que nous faisons comme études à ESAM. Super. Merci beaucoup. Merci. Pour les jeunes frères qui veulent continuer par peut-être échanger avec vous ou avoir beaucoup plus d'informations, on laisse un contact? Ouais. Vous pouvez déjà nous contacter au 90 18 05 50. Vous pouvez également faire un tour sur notre site web www.esamecole.fr ou vous allez sur Facebook. Quand on est là, on est sur Instagram également, ESAM École, ESAM officiel également. Donc, on est là pour vous parce qu'on sait qu'après les examens, vous allez être un peu dépaysé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles sont mes capacités? Donc, ESAM sera là pour vous accompagner. Même lorsque vous sortez, même le vendredi de votre époque, vous pouvez venir chez nous, on sera là pour vous dire déjà qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les débouchés. Donc, on est là pour vous. Super. Merci beaucoup, M. Daniel Lila. Je rappelle, vous êtes chargé section journal de l'Association des élèves de l'ESAM. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau et vous revenez quand vous voulez. Hein? OK, merci beaucoup à toute l'équipe et particulièrement merci vous à Magloire de nous recevoir. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Dr Kodom est avec nous. Avec lui, on va parler actualité, surtout santé, le système de santé au Togo. C'est dans un instant. On revient. Retour sur le plateau. L'émission se poursuit et nous recevons maintenant Ingénieur Smart. Rassurez-vous, c'est son nom. Il est là. Ingénieur Smart. Merci. Voilà. Ingénieur Smart. Ok, merci. Voilà, ingénieur Smart, bonsoir. Bonsoir, cher Magloire. Vous allez bien? Super bien. Ingénieur Smart. Pourquoi ingénieur Smart? Smart, comme le mot, simple. Smart, intelligent en français, à la togolaise. Ok. Et vous-même, vous êtes ingénieur à la base? Je suis ingénieur. Très bien. Oui. Un 3-in-1, comme le disent les Anglais. Comment vous expliquez ça? Bon, à la base, je suis ingénieur structurel, ingénieur génie civil. Okay. J'ai eu la chance d'être formé par l'État togolais pour être ingénieur géotechnicien. Et je suis né
architecte. Vous êtes né... J'ai le don divin de faire Vous n'êtes pas allé à l'école d'architecture? Non. Ok. Mais j'ai ce don. Dieu a béni le Togo et il m'a donné cette intelligence-là. Très bien. Et vous voulez apporter, ou vous apportez déjà une certaine innovation à la technologie dans le BTP? Une toute petite innovation, puisqu'il y a un bon nombre de gens qui font mieux que nous. Et nous voulons, comme nous avons une bonne bouche, faire comprendre aux gens qu'il y a plein de Togolais qui ont cette tête, qui pourront faire des choses. Puisque, ma gloire, ma foi, l'Afrique a besoin de, je crois, 6 000 docteurs pour se développer. Et c'est selon un savant qui avait dit ça en temps. Et aujourd'hui, moi, je vais dire que le Togo a déjà plus de docteurs et le Togo a besoin de génie pour se développer. Et qui dit génie dit quoi? On a beau être docteur, ingénieur et consort, il faudrait que quelque chose nous incite à sortir, à ressortir notre génie. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et avec la permission du mécène ici présent, à qui d'ailleurs je baisse la tête, je vais expliquer un peu comment ça se passe. À la base, j'étais ingénieur au laboratoire national du bâtiment et des publics, chef de section. J'ai fait 10 bonnes années. Et j'étais la dernière année déjà en 2019, ingénieur conseil de la gendarmerie nationale. J'espère que ça ne posera pas de problème. Non, du tout. D'où j'ai démissionné. Pourquoi? Pour piloter ma petite boîte que j'ai appelée Technique, Design, Construction. Et j'ai créé un petit canevas qu'on appelle Archicréation en 120 heures. 120 heures, ça fait 5 jours, 24 sur 24. Vous êtes... je prends l'exemple, hein, je prends le docteur Kodom, qui est le Dieu vivant des patients. Je le prends et je le transforme. C'est-à-dire? Je peux transformer Dr Kodom en ingénieur smart en 5 jours. Donc, j'ai ce petit don. C'est pour faire rire quand même. Je vous forme à manipuler l'ordinateur, à dessiner, à faire tout ce que vous pensiez ne pas pouvoir faire. En donc, quelques jours. En quelques jours. C'est pourquoi j'ai précisé en 120 heures. Archi, création en 120 heures. Très bien. Très bien. Et vous êtes aussi dans la création de logiciels et d'applications? Oui. J'ai essayé de faire un petit programme. C'est comment je suis arrivé à le faire. Comme je parlais de génie, j'ai constaté que tout ce que je fais, les gens me trouvent philosophe. On m'appelait philosophe. Hein. On dit, mais Mélé Soussou, c'est mon nom de famille. On dit, mais monsieur Mélé Soussou, vous parlez toujours comme un philosophe. J'ai dit, mais je ne suis pas philosophe. Ce que je viens de vous dire, c'est que je l'ai déjà fait. Et il y a ça dans mon ordinateur. On m'a d'ailleurs volé mon ordinateur pour ça, pour voir ce que j'ai dans mon ordinateur. Et donc, du coup, j'ai décidé de partager cette petite connaissance, puisque ce que les autres font en 3 heures, Dieu m'a fait le don de le faire en quelques minutes. Très bien. Vous voyez un peu. Donc, j'ai voulu partager cela. J'ai voulu partager cela avec mes chers frères togolais. Voilà. Parce que, entre guillemets, je suis musulman et Dieu peut m'appeler à tout moment. Je ne voudrais pas aller en enfer parce que je n'ai pas légué ce que Dieu m'a... Ça, je suis d'accord. Oui. Donc, vous investissez donc dans la formation surtout? Dans la formation, création de logiciels. Pas comme chez les Blancs, hein. Vous envoyez votre idée à la togolaise, à l'africaine, et ensemble, on essaie de voir. C'est pour cela que j'ai déjà fait, pour d'abord, permettez-moi le terme, hein, pour clasher un Togolais qui me disait, mais il faut télécharger les choses sur Internet. J'ai dit, mais ce sont des humains qui mettent ça sur Internet. Et donc, j'ai programmé une petite calculatrice pour lui faire la petite démo avec un simple logiciel, Excel. Et j'ai fait la programmation
Mais quand on va vous le présenter, vous ne saurez même pas que c'est dans Excel que je l'ai fait. Très bien. J'ai programmé aussi un petit logiciel qui permettrait aux entrepreneurs togolais de faire des calculs exacts, justes, sans erreur et dans un temps record. Donc c'est ce que j'essaie de faire. En plus de ça, il y a plein de trucs que je ne peux pas dire aujourd'hui. Si vous me donnez la chance de repasser dans cette émission... Vous revenez quand vous voulez. Là, je peux faire voir aussi ça devient intéressant. Et on en a besoin des gens ou des personnes voilà, comme notre cher ami ingénieur Smart. Ben, je pense qu'on doit encore l'applaudir. Hein. On doit encore l'applaudir parce que... C'est de l'audace. Oui. Lorsqu'on l'écoute, je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui, mais lorsqu'on l'écoute, il y a de l'audace. Très bien. Et c'est très important d'être audacieux. Maintenant, il a dit, on ira découvrir. Voilà. Et s'il arrive à prouver que ce qu'il a dit, c'est vrai, là, c'est un génie. Super. Donc, on le prend au mot, on le félicite. Parce qu'il ne faut pas décourager ceux qui sont audacieux. C'est dans l'audace qu'il y a le génie, le génie surgit et fait de grandes choses. Donc vraiment, moi je pense qu'on a besoin des hommes de cette trempe, des gens qui disent ce qu'ils pensent et qui font l'effort de faire ce qu'ils disent. Et ça, il faut encourager. On a besoin de ça pour développer nos pays. L'Afrique, particulièrement le Togo, manque de ces personnes. On a l'habitude ici d'aller vers la stratégie de gazon tendu. Je vous explique. Oui. Lorsque quelqu'un monte un peu sa tête et s'exprime comme il s'est exprimé, on a l'habitude de couper pour que tout le monde soit au même niveau de pensée, d'expression. Moi, j'aime ce leadership et voilà, que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous donne plus d'intelligence pour faire encore plus pour le bien donc, des concitoyens. Merci pour cette contribution, Dr Kodom. Et oui. Si vous le permettez, je dirais encore merci aux mécènes que je salue ici. Je vais faire une petite démonstration. La petite démonstration, c'est quoi? Je prends un étudiant de l'ESAM qui soutient et qui a un collège d'enseignants avec à la tête un président de jury. On lui attribue une note de 14. 14 sur 20, ça fait 70%. Si nous prenons un étudiant en génie civil, ici à Lomé, nous prenons le cas récurrent de la retenue d'eau du carrefour Bodjona que tout le monde connaît, qui déborde par moment. Un étudiant qui prend ça comme thème, parce que c'est une pathologie, et qui a une note de 14. Ça veut dire que, dans la logique mathématiquement, ce problème est résolu à 70%. Vous voyez? Et ce jeune homme que tout le monde prenait pour étudiant, qui se retrouve là-bas comme chef de mission, ça encourage d'abord ses frères à vouloir étudier. Excusez-moi, je suis un peu agité parce qu'il y a le mécène avec moi ici. Et donc, du coup, je pense que dans ma petite idée, il faut trouver ces pathologies un peu partout dans notre capitale et donner ça aux maires et ça fera des projets. Puisqu'il y a des Togolais qui disent qu'il n'y a pas du travail, mais non. Je me rappelle bien et je m'inspire de cette phrase-là qu'a dit le premier citoyen, je cite son Excellence Feg, nous sommes à l'ère du donner. Oui, nous sommes à l'ère du donner et du recevoir. Et donc, je m'inscris dans cette logique et je m'imbrique sur l'idée de mes dévanciers, comme le mécène ici présent, pour apporter mon petit plus. Qu'on m'appelle pour me dire, ici, tu aurais dû faire ci, ça. Je suis d'accord, je vais améliorer. On va laisser des contacts pour ceux qui veulent vraiment me contacter. Je suis joignable au 90 07 29 98. Et comme je suis bon togolais, le second numéro est toujours Togocom, 90 96 38 44. Très bien. Pour le moment, vous restez avec nous. D'accord. Vous restez avec nous et on va aborder la dernière partie de cette émission avec notre invité, Dr Michel Kodom. On revient.
Voilà, retour sur le plateau avec notre invité, Dr Michel Kodom. Encore une fois, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Dr Michel Kodom, vous vivez la cherté de la vie comme tout bon Togolais, en tout cas comme tous les Togolais. Et quel regard justement vous portez à cette situation? Merci encore une fois, Magloire, pour cette invitation. Et par rapport à la question, je pense que la cherté de la vie aujourd'hui, elle se vit, on la sent et on la voit. Et je m'en voudrais de dire ici que, ben voilà, moi-même, je ne sens pas qu'il y a cette vie chère. Parce qu'au-delà même du Togo, c'est un phénomène mondial. En passant par l'Europe, les Amériques, jusqu'en Asie, partout, la population sent cette cherté de la vie. Et cela peut s'expliquer aussi, même si je ne suis pas économiste, je vais rester un peu plus subjectif, parce que je suis un citoyen, je prends l'essence à la pompe. Et si on prend que cet indicateur, le prix de l'essence a beaucoup augmenté. Bien vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en subventionnant donc, les produits pétroliers, parce que nos voisins de l'Ouest ici, ils sont autour de 1000 francs le litre. Et donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais par rapport à la cherté de la vie, vous allez comprendre aisément que nous avons traversé 2 années de crise sanitaire où le monde, la production mondiale était quasiment ralentie. Il n'y avait plus pratiquement rien et c'était une première. J'espère que nous aurons beaucoup de personnes comme notre frère ici pour écrire, pour que les générations futures voient ce que nous avons traversé. Parce que pendant des mois, le ciel était devenu serein. Tout à fait. Il n'y avait plus de vols, pratiquement tout était arrêté. Et lorsque ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans pratiquement, ça fait réfléchir. Et n'oubliez pas, pour la petite histoire aussi, le Togo a traversé pratiquement 10 années où, paix à son âme, le père de la nation disait, lorsqu'il était question d'amorcer nos premiers pas vers l'avènement de la démocratie, il y a eu des grèves, une grève générale illimitée qui a duré avec des conséquences directes qui ont duré 10 années. Donc, vous voyez un peu le recul que le Togo a accusé dans ce tourbillon de crise sociopolitique, a sorti donc de cette crise sanitaire de 2 ans, parce que le Togo dépend beaucoup aussi de l'extérieur. Et cette guerre aussi en Ukraine qui a commencé, ça fait bientôt 4 mois, vous voyez ça impacte considérablement. Et pour nous, on le vit, on sent cette crise aussi. Et puis, ben voilà, chaque jour que le bon Dieu fait, quelquefois il m'arrive de demander à mon chauffeur, mais tu es sûr que l'essence est finie parce que ça fait à peine quelques jours que ça a été pris. Et la petite histoire, j'étais au Ghana il n'y a pas longtemps, 2 semaines, pour une conférence. Et j'ai un ami que j'ai appelé qui est venu me chercher. Il était dans une petite voiture. Il dit, ah, docteur, l'essence est tellement chère que j'ai laissé ma grosse voiture pour ça, parce que vraiment là, ça commence pas à chauffer. Donc vous comprenez que c'est un phénomène qui est vraiment mondial. Et nous devons travailler dur pour surmonter cette crise, parce que ça va passer aussi, c'est un mauvais vent, et il fallait s'y attendre également. Voilà. Oui, c'est une situation, vous l'avez dit, mondiale, certes, mais on l'a vu au Togo d'une façon assez lourde, on va dire, mais face à cette situation, eh bien, le gouvernement a quand même pris des mesures pour soulager les populations, mais est-ce que vous pensez quand même que c'est suffisant? Alors, je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Je parle d'efforts parce que dans le mot effort, c'est tout un processus. Il y a la volonté qui est là, la volonté est là, les mesures sont prises et maintenant, libre cours à ceux qui veulent considérer ces mesures comme insuffisantes ou bien suffisantes. Moi, je tiens à féliciter d'abord le gouvernement parce que je donnais l'exemple du carburant. C'est des milliards de subventions. Et aujourd'hui, on voit que dans la sous-région, quand même, le Togo essaie de plafonner le prix du litre à la station autour de 660, 605. Je pense que c'est intéressant
par rapport aux autres pays et par rapport à la subvention du gouvernement, je veux dire, mais pas par rapport à la poche donc, du citoyen. Également, vous avez vu que le gouvernement a pris des mesures pour plafonner le prix de certaines denrées de première nécessité. Je vais citer entre autres le sorgho, le mil, le maïs qui constituent... Mais sauf que ce n'est pas respecté sur le marché. Oui, c'est un peu la faiblesse des mécanismes mis en place ou bien les mécanismes que le gouvernement ne contrôle pas pour pouvoir faire respecter ces mesures. Mais lorsqu'il y a une volonté manifeste de communiquer autour du plafonnement des prix, nous devons être des agents qui relaient ces bonnes intentions, ces mesures, quitte à ce que ça dissuade ceux qui ont l'intention de ne pas respecter les actions gouvernementales. Et aussi, vous avez vu, il y a la TVA aussi qui est sautée sur certains produits. Tout à fait. Et d'importation, à savoir les huiles, le lait. Et ça, c'est des produits qui rentrent dans l'alimentation au quotidien donc, des populations. Bien entendu, pour ceux qui travaillent dans la fonction publique, le président de la République, son Excellence Faustin Gnassingbé, a généreusement offert 1 mois de salaire. Oui, mais c'est remboursable. Mais c'est ce que j'allais dire. Ce n'est plus remboursable. Ce n'est plus remboursable. Ce n'est plus remboursable. C'est ce qu'il faut féliciter. Je pense qu'on doit l'applaudir. Alors que les fonctionnaires aussi seront d'accord avec vous. Mais c'est ça, les fonctionnaires. J'ai parlé des fonctionnaires et de la fonction publique. Parce que vous savez, souvent, l'homme n'est jamais satisfait, mais c'est des milliards. Lorsqu'on prend une telle mesure, c'est 2-3 milliards qui sautent directement sur les caisses de l'État. Ça pouvait permettre de construire ou de réfectionner certains hôpitaux, certaines structures sanitaires. Mais on le prend, vous avez votre 120 000 francs, 200 000 francs, vous pensez que ce n'est pas beaucoup, mais lorsqu'on met ça dans globalement, c'est des milliards que l'État investit. Donc, cela mérite d'être salué. Et donc, il y a de ces mesures que le gouvernement a eu à prendre, et moi, franchement, je salue, même si ce n'est pas suffisant. Il reste, parce que ce n'est pas suffisant, ça n'a jamais suffi. Ça n'a jamais suffi parce qu'aujourd'hui, c'est le phénomène mondial. Hein. Le pouvoir d'achat a baissé et les gens n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Le gouvernement, je suis sûr, est toujours attentif à nos sollicitations et saura prendre des mesures idoines pour augmenter justement le niveau de vie donc, des Togolais. Très bien. Toujours sur le sujet, Armel. Moi, j'aimerais juste évoquer un cas un peu similaire. C'est vrai que le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour essayer de soulager la population sur le plan économique. Maintenant, vous, en tant que docteur, sur le plan sanitaire, parce que... On va en parler tout à l'heure. On reste sur le sujet Vichia. Oui. Par rapport à ce sujet, vous avez parlé tout de suite de l'augmentation des prix au niveau des produits pétroliers et tout. Vous avez aussi touché les produits de première nécessité. Et est-ce que vous, à votre niveau, vous ressentez, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des Togolais qui peinent à manger au moins une fois dans la journée. Parce que c'est vrai qu'on a subventionné les produits, mais tout de suite, Magloire le disait, sur le marché, rien n'est respecté. Maintenant, s'il y a un système qu'on n'arrive pas à contrôler, peut-être à la pratique de ces mesures, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour faire respecter ces règles? Parce que ça en est de trop. Les Togolais souffrent. C'est vrai. Moi, j'ai constaté, parce que lorsque vous prenez le piment vert, baissé, je pense, une seule gousse est à 25 francs. Mais c'est grave. Moi, une fois, j'étais allé dans un coin vers la frontière du Ghana et on vendait un colico. Je vois des petits poissons, petits canami là. Je demande, c'est combien? 100 francs. Mais moi, j'ai crié, j'ai dit, mais 100 francs, ce petit canami-là. Le canami a maigri. Il était tellement mince. On me dit, c'est vrai que c'est la réalité. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que ce n'est pas évident pour nous, comme ça, de nous arrêter, de voir que le canami est devenu très cachétique, squelettique, petit, mais très cher. Parce que voilà, nos femmes, nos sœurs, nos cuisiniers sont là pour subvenir à ces besoins. Mais lorsqu'on rentre dans le marché, on se rend compte vraiment que les choses coûtent cher. Et moi, j'ai eu à dire un jour à ma femme, mais comment vous vous débrouillez? Tout est cher apparemment. Et elles sont à féliciter. Elles sont à féliciter parce que c'est là qu'on voit le génie aussi des femmes. Et voilà, il faut saluer. Mais je pense que ici, le gouvernement doit beaucoup travailler sur la maîtrise, sur le mécanisme de respect des mesures qui pourraient
limiter l'inflation. Parce que ça, on le sent. Le gouvernement dit, voilà, n'augmentez pas les prix de demain. Lorsque vous allez dans un marché où les bonnes femmes ont augmenté, qu'est-ce qui est mis en place pour que ces femmes-là diminuent le prix? C'est ce qui manque. Et c'est le rôle aussi des maires. Vous savez, le Togo vient un peu de loin et c'est un processus qui s'améliore avec les maires qui sont élus, avec les conseils municipaux. Il faut vraiment donc voir comment gérer tout ça. Et je salue d'ailleurs une mesure que le gouvernement a eu à prendre, qui est la suspension des taxes, des tickets dans les marchés. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des mécanismes, des leviers sur lesquels le gouvernement donc peut s'appuyer pour amener les populations, ou bien nos bonnes femmes dans le marché à respecter les prix fixés par donc, le ministère du Commerce. Très bien. Voilà. Et docteur Kodom, vous êtes on le sait, spécialiste du domaine de la santé, justement. Et si vous devez faire un diagnostic de ce secteur au Togo, que diriez-vous? Le diagnostic du ministère de la Santé? Non, de la santé en général. De la santé en général. Oui. Donc je pense qu'ici, c'est une très bonne question. D'abord, je suis un acteur de la santé et je connais quand même le système parce que j'ai eu la chance de parcourir le Togo. Chaque année, je fais 5 ou 7 du nord au sud. Je connais à travers nos activités et j'ai eu la chance aussi de collaborer avec les agents de santé. Donc moi, je peux dire dans ma conception de la santé, il faut 5 piliers. Très bien. Le premier pilier, c'est les infrastructures. C'est-à-dire, lorsqu'on vient dans un pays, tout de suite, ça saute à l'œil. Quel est l'état des hôpitaux? Quel est l'état des dispensaires? Quel est l'état des formations sanitaires dans les préfectures, les polycliniques? Tout ça, ça saute aux yeux. Donc, ça, les infrastructures, il faut avoir un œil là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est ressources humaines. Est-ce que les effectifs sont là? Est-ce qu'il y a le nombre suffisant de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes qui respectent aussi donc, les coefficients ou bien les taux prévus par les normes internationales, telles que dictées par l'OMS? Est-ce que nous respectons ces normes? Voilà. Et il y a également tout ce qui est médicaments, produits pharmaceutiques et produits apparentés. Donc les médicaments, est-ce qu'il y a assez de médicaments dans les formations sanitaires? Est-ce que lorsqu'on demande un produit, il n'y a pas de rupture, tout ça? Il faut maîtriser cet aspect. Et après, c'est la formation. Voilà. La qualité de la formation du personnel, la formation des acteurs de la santé. Et il y a aussi le leadership. C'est là où ça coince au niveau du Togo. Et je pense que le ministre de la Santé, le professeur Midiawa, a quand même implémenté un mécanisme et il faut le saluer. Et enfin, c'est la bonne gouvernance. C'est quel mécanisme? Le mécanisme, c'est essayer de montrer qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire, le système de santé, aujourd'hui, tel qu'on le voit, tout le monde se plaint, mais qu'est-ce que nous soufflons? Qu'est-ce que nous essayons d'apporter pour que, dans 1 an, 2 ans, on puisse voir qu'il y a un changement. Et donc, il a mis en place, c'est le dernier point, j'allais dire, c'est la bonne gouvernance. Très bien. Et c'est ça la politique de la contractualisation. Les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, le professeur a constaté, le ministre a constaté que, il y a des ressources que l'État essaie d'injecter. Comment ces ressources sont gérées? Est-ce que les recettes sont bien gérées? Est-ce que ça ne passe pas par des portes? Quelqu'un n'a pas blessé un tuyau et puis vide l'argent qui devait passer par ce tuyau et se retrouver quelque part. Donc, il fallait assainir le système, comprendre cela. Mais je pense que les gens n'ont pas compris. Il n'a pas été assez soutenu. Les résultats, à mon humble avis, sont un peu mitigés. Parce qu'on pouvait avoir mieux, parce que c'était une bonne chose. Mais vous avez le sentiment qu'il n'a pas été accompagné? Il n'a pas été accompagné. Il n'a pas été accompagné et c'est un peu... on connaît cela, hein. Vous savez, les hommes sont réfractaires aux bonnes pratiques, au changement. On était habitué à un certain nombre de choses. Et je me rappelle, vous savez, dans les hôpitaux, on vend les médicaments. Il y a des commerces qui sont là. Et puis, lorsque vous venez avec des mesures comme ça, les gens ne veulent pas perdre aussi ces mauvaises pratiques qui sont leur porte ou bien leur accès. Mais comme on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il faut quand même... il faut commencer. Il a commencé. Voilà, je pense il faut persévérer. Le soutenir. Mais je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Et c'est l'un des ministres qui a plus duré. Et il faut le féliciter. Donc ça veut dire que quelque part, il a la confiance du chef de l'État.
mais il faut que nous, acteurs de la santé, nous puissions le soutenir à travers toutes ces réformes qui sont engagées pour le bien donc, des concitoyens, pour que le Togolais sache que les choses changent dans le secteur de la santé. Très bien. Armel? Docteur, tout à l'heure, nous parlions des mesures prises par le gouvernement sur le plan économique pour pouvoir toucher ou bien soulager un tant soit peu même au plus dernier des Togolais. Maintenant, sur le plan médical, qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait pour donner l'accès au minimum quand un Togolais, même le plus dernier des Togolais dans les villages reculés, puisse aller... Les derniers ne sont pas dans les villages reculés, attention. Non, pas dernier dans le... Vous m'avez compris. On comprend l'idée en tout Justement, cas. Oui. Que le Togolais moyen puisse aller à l'hôpital et avoir, je sais pas, les premiers soins. Les premiers soins surtout. Je prends l'exemple de la carte, peut-être, carte médicale, carte universelle médicale, un truc comme ça, où chaque Togolais a au moins droit à ce minimum quand il va dans un hôpital. Il y a un aspect que je n'ai pas développé, mais qui est un peu proche de la bonne gouvernance, parce que lorsqu'on mobilise des ressources financières à travers les partenaires techniques et financiers, il faut pouvoir bien gérer. Là, je pense que le gouvernement togolais est en train de travailler là-dessus, c'est la couverture sanitaire universelle. Il y a même un ministre, Dr Assi, qui est le ministre délégué chargé donc de ce portefeuille pour appuyer donc justement cette réforme que le ministère de la Santé est en train de mettre en place pour pouvoir permettre à tout Togolais d'avoir accès donc aux soins de santé de qualité à travers donc cette couverture sanitaire universelle. Alors concrètement, comment cela va se passer? C'est un processus. Vous voyez déjà, il y a l'INAM qui a commencé, ça fait 10 ans, je pense, hein, ils ont fêté 10 ans bientôt. 10 ans, oui. Mais en 10 ans, vous voyez, il faut tirer les leçons, voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir étendre justement cette assurance-là à tous les Togolais. Déjà, pour le moment, c'est pour les fonctionnaires de l'État. Et nous qui sommes en clientèle privée, qui sommes dans le secteur privé, ou du moins acteurs de la santé, on voit que les gens apprécient cette assurance-là. Les gens viennent plus à l'hôpital. Lorsque vous êtes fonctionnaire de l'État, votre femme, les enfants ont cette assurance et puis spontanément les gens vont plus à l'hôpital. Et cela rejoint votre inquiétude parce qu'il faut tout faire pour que les Togolais qui sont même dans les villages puissent avoir les soins de qualité. Nous, au niveau de M-Afrique, c'était ce gap, ce vide, ce problème que nous avons essayé de combler à travers nos actions, nos missions itinérantes de soins spécialisés où nous déployons quasiment tout un hôpital pour aller de village en village dans différentes spécialités, que ce soit en stomatologie, pour que justement ces paysans qui ont aussi quelquefois des maux de dents puissent avoir la chance de rencontrer un dentiste. Que les pédiatres aussi puissent donner la chance de voir des enfants qui souffrent aussi, autant comme vous et moi qui avons des enfants. Lorsqu'ils font la fièvre à 38, 39, on court toute la nuit pour les chercher des médicaments, mais il y a des gens au village qui n'ont pas la chance, ces enfants qui n'ont pas la chance là. Donc pour nous, le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut aussi ouvrir un van pour que les acteurs de la société civile, les ONG, les associations, puissent aussi, les organisations sanitaires confessionnelles, puissent aider les populations et soutenir. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsque le gouvernement dicte une loi, il faut comprendre et soutenir. Il ne faut pas décrocher, il faut dire, ça ne va jamais prendre corps. Il faut dire, mais écoutez, c'est une bonne idée. Ils sont aux affaires, il faut soutenir. Et ça, c'est un leadership aussi que nous, Togolais, nous devons cultiver pour appuyer les initiatives gouvernementales. Très bien. Et vous êtes très actif sur le terrain, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Je précise, vous êtes le patron de l'ONG M-Afrique. Et là, quelles sont les actions que vous êtes en train de mener ou quelles sont peut-être des actions à venir? Alors, vous savez, Corona aussi nous a beaucoup ralenti oui. Mais nous avons généralement 5 axes stratégiques. Quelles sont les formations? Nous avons voulu faire comprendre à la population que la santé n'est pas l'apanage que des médecins. C'est une erreur de penser que la santé égale médecine. La santé va au-delà de la médecine. Et même selon l'OMS, la définition de la santé, même je vous l'ai dit ici, c'est un état complet de bien-être physique. Physique, donc c'est la maladie. Donc mental, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas bien payé, le 10, le 15, le 20 du mois, il est malade, hein, psychologiquement, il n'est pas bien. Vous voyez, donc ça, c'est important. Et c'est un état complet physique, mental, psychique et social, l'environnement dans lequel nous sommes.
vous voyez, lorsque il y a l'assainissement, les routes sont bitumées, lorsqu'il y a une fluidité de circulation, ça contribue au bien-être. Et ça, c'est très important. Et pour nous, nous essayons d'impliquer les acteurs. Nous avons énuméré 7 acteurs, même les enseignants. Normalement, on doit instaurer la médecine scolaire. On doit inculquer aux enfants de bas âge les bilans que nous devons faire. Au lieu de continuer par enseigner la géographie des États-Unis, on n'a pas besoin de ça au quotidien pour nous améliorer. Mais nous devons savoir à 40 ans quel bilan de santé il faut faire. Parce que tu auras 40 ans, tu dois le savoir. Moi, je n'ai plus besoin de la géographie des États-Unis. Je connais. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, oui. Donc, c'est le lieu maintenant que nous, les acteurs, nous puissions nous ouvrir. Nous, nous associons les militaires, les forces de l'ordre. Lorsque vous prenez le code de la santé publique, lorsqu'on dit la gestion des bruits sonores, lorsque un bar joue jusqu'à 4 heures, 5 heures, lorsque vous voulez vous plaindre, où est-ce que vous allez le lendemain? C'est au commissariat. Mais les dispositions sont dans le code de la santé. Nous, nous invitons les commissaires, les CB à des ateliers de formation, les juristes. Et donc, pour nous, la santé est beaucoup plus transversale que l'apanage du médecin. Et ça, nous le crions, nous le dénonçons. Et je pense que petit à petit, ça prend corps. Les leaders d'opinion, lorsque vous prenez un chef de village, vous allez dans le village, le dispensaire est sale. Il y a peut-être 3-4 agents de santé et vous allez voir des gaillards, des costauds qui se plaignent à longueur de journée que voilà, rien ne marche au village. J'ai dit au chef, mais nettoyez au moins le dispensaire. Le gouvernement a conçu le dispensaire, mais il y a les toiles d'araignée partout. Vous ne pouvez pas vous organiser en groupe de 5-10 chaque samedi, aller nettoyer le dispensaire pour qu'il soit propre, pour qu'il soit beau, agréable pour accueillir les malades. Ça, ce n'est plus le chef de l'État, ce n'est plus le ministre qui doit faire, mais c'est un leadership qui manque et il faut le promouvoir. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cet axe-là, qui est le 1. Et le deuxième, c'est les missions médico-chirurgicales que vous connaissez. Pour nous, il faut tout faire pour que l'hôpital soit plus proche des populations. Vous savez, il n'y a pas un pays dans le monde qui a un système de santé parfait. Obama est venu avec Obamacare. Trump est venu, il a cassé cela. Ça se passe aux États-Unis. Donc, nous n'avons pas la prétention de dire que nos pratiques sont les meilleures, mais c'est une approche pour dire que tant qu'il y a des paysans quelque part qui n'ont pas la chance de voir des médecins spécialistes, nous devons utiliser notre intelligence. Et d'ailleurs, ce qui fait que je salue notre ami, notre frère, notre compatriote qui est ici, parce qu'il faut oser. Nous avons osé, nous avons dit, mais c'est faisable. Les Blancs, excusez-moi l'expression, les Européens, la colonisation, ils sont venus, c'était à dos de cheval, à dos d'âne, qu'ils ont, dans l'obscurité totale, qu'ils ont traversé nos continents pour aller nous coloniser. Mais aujourd'hui, nous avons des routes, nous avons des voitures, des motos. Pourquoi ne pas nous déplacer pour aller dans des villages pour donner la chance à nos concitoyens? C'est ça la problématique donc, du développement de l'Afrique. Et nous essayons de dire ce pas haut et fort que c'est possible de bouger les lignes. Il faut oser, c'est de l'audace. Et le troisième axe stratégique, c'est la promotion de l'éducation pour la santé. Et c'est ça, sur les médias, nous avons les radios partenaires. On dit souvent, la connaissance du médecin dépasse... Non, la notoriété du médecin dépasse ses connaissances. Mais les médecins sont entre 4 murs et attendent les malades. Il n'y a même pas d'assurance maladie. Et donc, tellement on nous bourre, c'est tellement difficile la médecine, mais qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on donne le meilleur de nous à la communauté? Donc pour nous, il faut aller sur les médias, il faut sensibiliser. La prévention vaut mieux que la guérison. Il faut prévenir. Et lorsque vous voyez des milliards injectés dans la lutte contre le paludisme, nous tous nous connaissons le développement de cette maladie. Tout à fait. C'est éradiquer les gîtes larvaires. Pour éradiquer les gîtes larvaires, c'est une appropriation de certaines pratiques communautaires. Et ça, c'est le leadership. C'est les CDQ. Dans les quartiers, il faut s'organiser pour assainir notre environnement. Et je pense que c'est des leviers importants. Et c'est ce que nous essayons de faire et qui a amené même à la création de la première télévision dédiée à la santé. C'est une première, d'ailleurs, en Afrique. Une première où nous disons que, ben voilà, il y a des chaînes de santé, il y a des chaînes religieuses, il y a des chaînes de cuisine, mais au moins, lorsque vous vous levez, prenez 15 minutes pour regarder au moins, écouter des informations qui vont consolider votre état de santé. Et ça, c'est très important. Et ça rentre dans nos axes stratégiques. Et c'est ce que nous essayons de faire. Le quatrième, que je vais rapidement énumérer, c'est que nous disons, nous allons dans les villages, on constate que les structures sanitaires sont faibles. Mais est-ce que ce n'est pas aux communautés aussi de s'organiser? Donc, nous avons choisi 10 villages au Togo, 2 villages par région dans lesquels nous implémentons le développement communautaire. Je vous assure,
il y a de ces villages, je cite volontiers Kouma Poti, dans les clotos. Vous arrivez à Kouma Poti, il n'y a pas un seul papier au sol, tout est propre. Vous allez dans les classes, tout est propre. Super. Tout est propre. Super. Nous estimons qu'on peut vivre dans les villages, mais avoir un cadre, un environnement sain, propre, voilà. sain, et cela consolide notre état de santé. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et ça fait déjà 10 ans. Et le projet va prendre fin en 2025. Ça serait pour nous. Tout est documenté d'ailleurs. Et ça serait un grand moment de partager. Si nous voulons que nos villages changent, on peut mettre 10 ans pour changer le visage de nos villages, le visage de nos villages dans les villages. Dans les villages. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Et nous continuons. D'ailleurs, même cette semaine, le ministre, comme il y avait la Covid, nos activités médico-chirurgicales ont pris beaucoup de coups. Donc le ministre vient d'autoriser la reprise des activités médico-chirurgicales de grande envergure où nous comptons opérer cette année environ 1500 personnes dans les villages du Togo. Très bien. Très bien. Et actuellement, il y a une opération initiée par le chef de l'État. Vous êtes au courant. Ça se passe beaucoup plus dans la région centrale. C'est l'opération Zéro Cataracte. Vous pensez quoi de cette initiative? C'est une très bonne initiative. Vous savez, déjà en 2014, une étude a été faite, une enquête qui révélait qu'il y a 5,6% de maladies, de la cécité, 5,6% de maladies oculaires qui donnaient la cécité. Et dans les estimations, c'est près de 200 000 Togolais qui en souffriraient. 200 000. 200 000. Et ce sont les cataractes qui viennent en première position. Donc, lorsque le chef de l'État initie un grand projet comme ça, Zéro Cataracte, c'est que, lorsque les enquêtes sont faites, lorsque les études sont faites, les résultats, il faut les exploiter. Il l'a dit sur ce plateau. Nous faisons des tests de médecine. On sort des recommandations. On fait quoi de ces recommandations? Donc, si le chef de l'État prend en compte ces recommandations issues donc de ces enquêtes et implémente des grands chantiers d'envergure pour donner la chance à ces personnes. Déjà, à partir de 64-65 ans, on peut avoir la cataracte et c'est ce qu'on appelle la cataracte sénile. C'est dû à l'âge. Et donc, vous voyez dans les villages, une jeune fille est obligée de tirer la main de sa grand-mère et cette dernière, elle doit prendre le chemin de l'école. Donc, le chef de l'État a vu juste d'initier des actions concrètes comme ça pour pouvoir libérer non seulement les jeunes enfants, les jeunes filles pour regagner le chemin des écoles, mais aussi donner la chance à ces personnes qui perdent la vue de recouvrer leur vue à travers des interventions chirurgicales qui sont faciles à réaliser, mais qui demandent quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation pour pouvoir les réussir. Ça a commencé dans la région centrale, vivement que ça s'étende aussi aux autres régions du pays. Du pays. Et surtout aussi peut-être nous soutenir parce que dans nos missions aussi, nous opérons beaucoup de cataractes. Mais comme je vous ai dit, aucune initiative ne serait laissée de côté. C'est un travail que nous devons faire ensemble parce que le chantier est vaste. Docteur Michel Kodom, nous arrivons au terme de cet entretien très riche. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et par quel mot souhaiteriez-vous conclure? D'abord, vous dire merci. Et saluer aussi toute la population togolaise, la première, et vous dire que, vous savez, nous avons initié une action, créé une télévision de santé dédiée 100% santé. C'est une première et il faut la capter, la suivre, c'est pour vous. En 15 minutes, vous avez la chance d'apprendre quelque chose qui pourra consolider votre état de santé, améliorer votre vie sur cette terre. Voilà ce que je vous demande. Merci et puis que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde aussi longtemps pour que nous puissions donner le meilleur de nous. Amen. Merci beaucoup, docteur Michel Kodom, d'avoir été avec nous dans cette émission. Ça a été vraiment un bonheur. Merci à vous, Armel, Samuel. Merci à notre invité aussi, ingénieur Smart, qu'on va retrouver très prochainement. Et merci à l'ensemble de l'équipe. Merci aussi à vous. Vous pouvez vous applaudir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, vous le connaissez, c'est dimanche prochain, après le journal de 20h. Mais pour ceux qui ont raté quelques minutes de ce numéro, eh bien, vous pouvez vous rattraper vendredi à 14h.
10 en rediffusion, ou aller sur nos différents comptes sociaux pour revivre cette émission. Merci à tous et à dimanche.